au Portugal. Le Portugal qui a pas mal de points communs avec la Bretagne et notamment sa géographie, sa topographie. Les reliefs et les paysages qu'on trouve ici, on les retrouve également en Bretagne. Ils sont assez similaires. Et puis aussi par ses habitants puisque les Portugais sont un peu considérés comme les Bretons de la péninsule ibérique. Alors des vrais Bretons, on va en rencontrer tout au long de notre parcours qui démarre ici à Lisbonne et puis on remontera vers le nord en passant par Fatima, Aveiro, Coimbra et on terminera à Porto. Démarrons notre visite de Lisbonne par la tour de Belém. Belém signifiant Bethléem en portugais. Cette vieille dame de 500 ans a été construite par le roi Manuel Ier pour garder l'entrée du port de Lisbonne. C'est lui qui donna son nom à ce style architectural chargé caractéristique, le style manuélin. Un style que l'on retrouve ici, sur cet autre édifice, inscrit lui aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983. Le monastère des Hiéronymites, c'est-à-dire de l'ordre de Saint-Jérôme, situé en face. Construit grâce aux ressources extraites du commerce des épices, il abrite le tombeau de Vasco de Gama. C'est de ce port qu'il appareilla pour les Indes en 1497. Les expéditions maritimes portugaises, les grandes découvertes datent de cette période. Et ce monument en forme de caravelle est un hommage. Lui a été bâti en 1960, sous la dictature Salazar. Tout comme ce pont américain, édifié en 1966 au-dessus du Tage. Tout d'abord baptisé pont Salazar, il fut rebaptisé en 1974 pont du 25 avril, en mémoire de la Révolution des œillets. Autant d'événements que Marie-Annick connaît bien. Nous retrouvons cette ancienne professeure d'espagnol et de portugais un peu plus loin, près de l'ancien embarcadère où les caravelles déchargeaient autrefois leur cargaison d'or et d'épices. Mariée à un Portugais, cette retraitée briochine est installée ici depuis 55 ans. J'ai connu l'époque Salazar, bien sûr, puisque quand je suis arrivée en 60, c'était l'époque Salazar. La Révolution, elle s'est passée sous mes fenêtres parce que mon immeuble était juste à côté du poste émetteur où ils ont lancé la Révolution. La Révolution des œillets, donc vous l'avez vécue? Ah oui. En direct? Je l'ai vu en direct. On m'a même prévenu à 5 h du matin qu'il ne valait mieux pas sortir ce jour-là. Et effectivement, on m'a dit « regarde dans le parc ». Alors j'ai regardé et il y avait des militaires avec les mitraillettes dans les arbustes. Et puis alors après, au fur et à mesure où les années se sont passées, les gens ont commencé à sortir, les touristes aussi sont venus. Enfin, il y a eu beaucoup plus d'ouverture avec l'extérieur. Dans les villes, oui, les gens se sont habillés différemment aussi parce que tout était... On ne portait pas de pantalon, on ne portait pas les manches courtes. Je me souviens de collègues me disant « tu as de la chance d'être française parce que tu peux aller au lycée en manches courtes ». Non, c'était, comment vous dire, très province, en même temps très, très vieux jeu, un peu comme en France il y a 50 ans auparavant, quoi. Malgré les évolutions ces dernières années, Lisbonne conserve un charme suranné, fort apprécié des touristes, de plus en plus nombreux à fuir les pays du printemps arabe et à venir ici. Il faut dire que la capitale est en pleine restauration pour les accueillir, à l'image de la place du commerce, aujourd'hui recouverte de terrasses. Une place qui n'en est pas à son premier rafraîchissement. Siège de l'ancien palais royal, elle fut totalement détruite après le terrible séisme de 1755. Tout comme l'église Saint-Louis, propriété de l'État français au cœur de Lisbonne, réinaugurée en 1762. C'est dans cette église que nous avons rendez-vous avec notre prochain Breton, Laurent. Il nous rappelle les liens qui unissaient les Bretons aux Portugais. Les Bretons, en fait, sont arrivés au Portugal avec les grandes découvertes des Portugais, puisque les Portugais ont commencé à découvrir et à ouvrir une route maritime sur l'Afrique. Et ce sont en fait les Bretons et les Français qui, en grande partie, faisaient ce transport entre le Portugal et les ports de l'Europe du Nord. Alors les Bretons avaient un avantage particulier, c'est qu'ils étaient neutres, puisqu'à l'époque la Bretagne était autonome. Donc les Bretons ont eu l'idée de demander aux Français de faire ensemble la confrérie de Saint-Louis. Et ça, c'est 1463. Alors ici, à l'église Saint-Louis des Français, on a la présence des Bretons qui est signifiée par l'hôtel de Saint-Yves,
Alors Saint-Yves, ici, effectivement, donc c'est l'un des 2 hôtels que nous avons. Et c'est ce symbole un petit peu des Bretons et de la présence des Bretons dans cette confrérie de Saint-Louis qui est ici. Saint-Yves, qui est d'ailleurs fêté tous les ans ici. Et c'est ce violoniste amateur qui organise les festivités du 19 mai. Marié à Luisa, une Portugaise, et père de 2 garçons, dont ce jeune guitariste Luís, ce natif de Saint-Brieuc est arrivé il y a 22 ans grâce au service militaire. Embauché aujourd'hui dans un groupe papetier portugais, il est également conseiller consulaire depuis 2014. Il nous donne un aperçu de la situation économique du Portugal. La première vraie crise au Portugal, en fait, de l'époque récente, c'est 98. Il y a eu l'Expo. L'Expo avait été l'occasion de faire beaucoup de constructions et le pays était parti un petit peu dans un excès de dépenses. Donc, on a eu la bulle immobilière ou l'éclatement de la bulle immobilière en 98-2000 et pas comme les Espagnols en 2009. Et à partir de là, le Portugal, pendant 10 ans, est rentré dans une période où ça allait un tout petit peu plus mal tous les jours, mais on n'en s'apercevait pas encore vraiment. En 2011 est arrivée la Troïka, et ça a été une obligation pour tous les Portugais de partir vraiment dans une restructuration de l'État, de l'économie. Les fonctionnaires ont vu leur salaire baisser d'une manière considérable, les retraités aussi, et puis tous ceux qui payent des impôts ont eu des impôts beaucoup plus importants. Il y a eu des résultats à ça, c'est-à-dire que le taux de chômage est en train de baisser depuis à peu près 2 ans. Il est à 13, quelque chose maintenant, ce qui reste élevé, mais qui est en dessous des 15 ou 16 que le Portugal avait atteint. Donc le Portugal est une économie qui est en train de se restaurer et qui, par rapport à la Grèce, a vraiment utilisé intelligemment le principe d'une orthodoxie financière. Alors on peut être d'accord ou pas, mais en tout cas au Portugal, ça a marché. Et cela a marché aussi pour cet autre mélomane que nous allons voir à présent. Christian. Bonjour Christian. Boa tarde. Boa tarde. Incroyable. Un atelier de luthier. Donc ça, c'est l'instrument que je viens de terminer, donc qui va partir en Hollande. Ça a pris combien de temps pour réaliser? Moi, je mets à peu près 2 mois et demi pour faire un violon. C'est pas rapide du tout. Hein. Mais et le prix, sans indiscrétion? Alors, ça coûte 23 000 €. Hein. Christian a d'ailleurs réparé le violon de Laurent que nous venons de voir, et à l'époque où ils habitaient tous les 2 en Bretagne. Le parcours de cet ancien marin devenu luthier est tout bonnement incroyable. À 16 ans, je me suis engagé dans la marine pour voir le monde. Je suis parti à Toulon à l'époque, contre l'avis de tous mes profs à l'école qui trouvaient ça vraiment une idée stupide. Donc je me suis engagé pour 6 ans, donc c'était quand même c'était une période assez longue. Et j'ai continué donc mes études. Donc je me suis spécialisé dans l'aéronaval, c'est-à-dire que j'étais dans la marine, mais je m'occupais d'avions. Sur les porte-avions, il y a des avions, et donc ils appartiennent à la marine. Donc ensuite j'ai atterri à Brest, d'abord à Rochefort, près de La Rochelle, et ensuite à Brest, où j'étais sur le porte-avions Foch. Donc ensuite, je suis allé habiter à Morlaix. J'ai fait mon premier violon, j'étais encore dans la marine. J'ai mis 8 mois à faire un violon qui était une horreur. Mais ça a été le coup de foudre. Je me suis dit, mais je veux faire ça dans ma vie, quoi. Et en 1977, j'ai quitté la marine et j'ai décidé que je voulais devenir luthier. Et je me suis dit, sur le plan professionnel, la Bretagne, ça ne va pas aller, quoi. C'est à cette époque. Maintenant, il se passe un peu plus de choses, mais c'est vrai que pour ce que je voulais faire dans mon métier, ça ne suffisait pas. Donc, j'ai commencé à chercher une ville qui me plaisait, avec une vie musicale importante et 100 personnes compétentes dans mon domaine. Donc, j'ai eu plein d'idées. Et la plus sensée et la plus intelligente, au vu de ce qui s'est passé après, c'était Lisbonne. Donc. Ah, Lisbonne qui le lui rend bien. Après avoir été formé par de grands maîtres en France, comme Étienne Vatelot, il est lui-même devenu la référence dans ce pays qu'il habite depuis 26 ans maintenant. La preuve en est qu'il est passé du métier de réparateur à celui de fabricant de violons, imposant sa propre marque depuis 12 ans.
Les violons sont faits en fait de deux essences. On a de l'épicéa. Donc l'épicéa, c'est un résineux. Donc voilà, ça c'est par exemple un bout de bois que j'ai acheté en Angleterre en 1979, quand je débutais plus ou moins. Donc sinon, le reste du violon, ça c'est que la table. Le reste du violon est fait en érable. Donc voilà, on a ici un bout d'érable par exemple. Et puis la touche, les chevilles, tout ça, ça peut être en ébène ou en palissandre. Je quitte Christian et son jeune stagiaire breton, encore émerveillé par tant de talent. Du talent, ce petit pays de 10 millions d'habitants en a à revendre. Et l'on ne peut s'empêcher de penser au poète Fernando Pessoa et à la chanteuse Amalia Rodriguez, qui incarnent si profondément la saudade et son expression, le fado. Nasceu dia quando o vento mal volia. Un chant populaire nostalgique qui provient de l'ancien quartier mort de l'Alfama, desservi par le fameux tram numéro 28. L'âme portugaise est ici, au cœur de ces ruelles étroites et pavées, entre ces façades souvent décorées d'azulèges. Ces carreaux de faïence étaient d'ailleurs d'importation arabe jusqu'au XVIe siècle, avant d'être fabriqués au Portugal. Les Maures ont donc occupé le pays pendant 5 siècles, suivis des Espagnols, mais moins longtemps. Ils régnèrent seulement 60 ans, de 1580 à 1640, comme le rappelle cette place dédiée à la restauration de l'indépendance. Quant aux Anglais, ce sont des amis de longue date, grâce à une alliance diplomatique qui remonte au XIVe siècle, la plus ancienne du monde. Leur présence est encore bien manifeste. Et les Français? On en trouve une à l'Institut français. Françoise, une ancienne banquière originaire de Roscoff, arrivée en 1986 au moment de l'entrée du Portugal dans le marché commun. Aujourd'hui, cette retraitée active est élue auprès de l'Assemblée des Français de l'étranger. Elle est présidente de l'Union des Français de l'étranger. L'UFE Portugal, c'est actuellement presque 800 membres. Donc, il y a vraiment à peu près une 50aine d'adhésions par mois. On est vraiment très surpris et je pense qu'il va falloir mieux s'organiser parce qu'on n'était pas prêt pour un tel afflux. Donc, on remarque que les Français s'installent surtout dans la région de Lisbonne et en Algarve. Le profil, la majorité des personnes sont bien entendu des retraités qui viennent pas seulement pour des raisons fiscales, parce qu'ils se rendent compte que le Portugal, qui était méconnu des Français, est un pays très très attachant. Nous voyons aussi arriver des couples d'une quarantaine d'années avec 2-3 enfants et qui décident de tout laisser tomber en France et de repartir. On n'est pas dans un pays méditerranéen, mais on est de la même culture. La seule grande difficulté, c'est la langue. Je parlais italien, j'avais étudié l'espagnol, je parlais couramment l'anglais et j'ai vraiment sous-estimé la difficulté de la langue parce que vous lisez le portugais, si vous avez ces connaissances d'autres langues latines, vous n'avez aucune difficulté. Par contre, lorsque vous l'entendez, alors là, pas un mot, ou alors après, un mot de temps en temps. Mais bon, c'est déjà l'oreille, il faut se faire l'oreille, il faut quelques mois et après, il faut se lancer. Se lancer, c'est justement ce qu'a fait cette autre Bretonne. Pascal s'est lancé dans les bagels avec son mari Raphaël. Tous deux font partie de ces nouveaux immigrés créateurs d'entreprises. Les bagels n'existaient pas à Lisbonne, donc on s'est dit, je me suis dit, je vais vendre des bagels. Et en fait, en cherchant un peu comme ça n'existait pas, où il aurait fallu que j'importe des bagels surgelés de France ou d'Angleterre. Et en fait, on s'est dit, on va fabriquer les bagels. Donc, on fabrique, on vend et on a ouvert il y a 6 mois. On s'est fait assister d'un avocat du fait qu'on ne maîtrisait pas complètement la langue portugaise, etc. Mais en 1 heure, l'entreprise était créée. Elle se donne maintenant 1 an et demi pour voir si le concept fonctionne. Des hôtels 5 étoiles ont déjà passé commande. Un bon créneau, manifestement. On a la chance aussi que Lisbonne se développe énormément d'un point de vue touristique. Donc les hôtels, c'est potentiellement des très bons clients tout au long de l'année. Et en tout cas, c'est pas ce qui a fait
on a décidé de s'installer ici. C'était la qualité de vie. Lisbonne est une capitale, tout en étant une petite ville. C'est simple de circuler. On est à 20 minutes de la mer. Très peu de violence, très peu de délinquance. C'est un pays où voilà, vous élevez les enfants, on se sent bien. Après avoir goûté à ce bon bagel de Pascal, je file vers le nord. Un autre Breton m'attend sur la route, à Sobral. Yann. Après avoir travaillé à la télévision en France, ce Quimpérois gère à présent une radio au Portugal. J'ai travaillé pour plusieurs grosses productions, Marc-Olivier Fogiel, Thierry Ardisson, j'étais sur Pink TV l'année du lancement, j'ai fait un peu de Europe 2 RFM, un peu de Catherine Barma, enfin toutes sortes de prods comme ça. Et j'ai terminé par du spectacle vivant et du cinéma, c'était mes derniers jobs avant de m'expatrier au Portugal. Et alors pourquoi m'expatrier au Portugal ? Je suis venu ici à Lisbonne à une époque où en fait on n'en parlait pas tellement, c'était pas la grosse mode comme c'est le cas aujourd'hui. Simplement parce que j'avais déjà visité beaucoup de capitales européennes et je connaissais pas le Portugal. Je me suis dit, allons voir. J'ai trouvé que tout était exceptionnel et je me suis senti, ça paraît un peu mystique, mais à ma place en fait. Et puis j'ai compris un peu plus tard que le Portugal, Lisbonne, toute la côte, c'est un peu la Bretagne avec 15 degrés de plus. Un peu plus de soleil, il faut quand même bien le dire, mais la végétation, les odeurs, même le tempérament des Portugais a quelque chose à voir avec celui des Bretons. C'est pas des Méditerranéens, c'est des Océaniens. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'avant de venir, pendant 1 an déjà, je me suis mis au portugais, et puis surtout, j'ai cherché un job. Aujourd'hui, Yann parle parfaitement la langue, et il a trouvé un job, même plusieurs. Outre le fait d'animer la communauté des Français du Portugal avec son site Les Framboettes, cet ancien humanitaire devenu manager est aussi animateur radio. Alors, Hit Radio, c'est d'abord une radio qui a été créée au Maroc, à Rabat, en 2006, qui est devenue numéro 1 sur une cible jeune. C'est vraiment de la musique, c'est une radio musicale, donc c'est tous les tubes qu'on connaît. Alors, il y a quelques mois, Younes, qui est le patron, le fondateur du groupe Hit Radio, m'a contacté. On avait des connaissances communes, on se connaissait un petit peu, mais sans plus. Et comme en fait il cherche à s'étendre au niveau international, donc il a déjà une 15aine de fréquences sur le continent africain, 3-4 en Europe, et donc il voulait développer le Portugal. C'est une production de musique urbaine portugaise qui est fantastique, mais qui n'a pas forcément accès ici aux grandes chaînes de radio ni de télévision. Et nous, notre but, c'est de les sortir un peu de l'ombre des réseaux sociaux et de les amener à l'antenne. Et musique bretonne un peu ? Alors musique bretonne, je vais essayer d'en glisser quelques-unes discrètement, mais pour l'instant c'est pas vraiment au programme, mais on va essayer. Toda noite na Hit Radio, estás a ouvir a melhor música, os melhores hits. Podia estar sempre a queixar, mas se queixasse era só mais MC, é isso que eu ultrapasso como BM do BPM. Après avoir pris congé de Yann, nous poursuivons notre route vers le nord. Premier arrêt, Nazaré, qui vient de Nazareth bien sûr. Une magnifique baie connue pour ses eaux poissonneuses et ses vagues gigantesques qui en ont fait un spot de surf à renommée internationale. Mais le sport pratiqué par la population locale, le voici, le football, seconde religion du pays. La première étant le catholicisme. Notre prochaine étape est d'ailleurs le sanctuaire de Fatima, là où la Vierge est apparue à 3 petits bergers en 1917. Le site est en plein retoilettage alors qu'on se prépare à célébrer le centenaire du miracle. Ce qui n'empêche pas la dévotion d'être toujours aussi fervente et les marchands du temple toujours aussi nombreux. Nous arrivons à Coimbra, connu pour son ancien quartier mort, l'Almedina, sa belle cathédrale de style roman et surtout son université, qui fête ses 725 ans cette année. Fondée en 1290 par le roi Denis, elle est inscrite au patrimoine de l'UNESCO depuis 2013. On y retrouve Teresa. Donc ce qui est derrière nous, c'était précisément un ancien palais royal. Donc ça veut dire que l'université n'avait pas de place pour s'installer à Coimbra, mais il y avait un roi, le roi Jean III, qui a offert son palais pour abriter l'université. Ça continue à être une université très fréquentée. C'était vraiment la préférée des élèves, si tout le monde pouvait venir ici. Il y a du prestige. Et vraiment, maintenant, nous avons environ 20 000 élèves qui étudient ici, entre des Portugais et même des étrangers.
Des étrangers que l'on rencontre ailleurs, à l'université d'Aveiro par exemple. Une ville encore plus sonore. Nous y avons rendez-vous avec une grosse tête, Samuel, un normalien de Dinan. Ce docteur en chimie, qui poursuit ses recherches sur des molécules organiques fluorescentes, a obtenu une bourse ici en 2011. Le Portugal offre des bourses pour faire des études postdoctorales et qui sont forcément, avec l'Europe maintenant, ouvertes à tout citoyen européen. La dotation des bourses de postdoc au Portugal est très bonne relativement au Portugal. C'est-à-dire que ça offre une bourse à peu près de 3 fois le salaire minimum, ce qui est très bon. Le Portugal a développé un programme de financement de la recherche assez ambitieux en entrant dans l'Europe pour essayer de rejoindre le niveau des autres pays européens en termes de nombre de docteurs à sortir ou d'infrastructures. Donc moi j'avais une bourse valable pour 6 ans, ce qui est très long en fait, pour une bourse de postdoc comparativement à ce qui peut être offert en France par exemple. Et donc durant ce temps-là, le but était de postuler à un poste permanent et de l'obtenir. On quitte Samuel et la charmante Aveiro, réputée pour ses bateaux de pêche traditionnels aux couleurs vives et pour ses canots, qui lui ont valu le surnom de Petite Venise du Portugal. On repart vers l'est cette fois. Direction la vallée du Douro, du nom du fleuve qui traverse cette région viticole prospère, parsemée de quintas, de domaines viticoles. C'est ici qu'est fabriqué le Porto. Une région très appréciée par les touristes, bretons notamment. Nous, c'est la 3e année qu'on vient et c'est super génial, quoi. Vous venez toujours avec le camping-car. Ah oui, ça c'est notre escargot. C'est après on fonce pour traverser l'Espagne. Parce que l'Espagne, il ne faut surtout pas s'arrêter. Non. Si, on peut s'arrêter, mais bon, ça ne nous plaît pas pareil. Ça n'a aucun intérêt. Comment dirais-je, dans le patrimoine, il y a très peu de choses, quoi. Il y a quand même des jolis endroits, mais bon, non, ça ne nous plaît pas. Bon, bah bonne route, bon vent. Kenavo. Oui. Pas étonnant que le Portugal leur plaise davantage. Surtout ici, la province du Minho, en plein cœur d'une région anciennement peuplée par les Celtes, toute proche de la Galice et de sa Gaïta. Peu avant d'arriver à Porto, nous faisons escale chez Rosina. Alors, je suis née à Morlaix, dans le Finistère Nord, en Bretagne. Ma mère est bretonne, elle est originaire de Carantec. Et mon père, il est portugais, de Porto, des environs de Porto. Donc, j'ai vécu en France, en Bretagne, 25 ans, les 25 premières années de ma vie. Et c'est là, en Bretagne, à Rennes, qu'elle apprend le portugais qu'elle ne parlait pas, avant de passer les 20 années suivantes au Portugal, comme professeure de français pour les Portugais, un pays qu'elle aime tant qu'elle consent même des sacrifices financiers. Je pense qu'au niveau intime, privé, c'est le portugais qui prime et la culture portugaise qui prime. Mais c'est vrai qu'au Portugal, ma situation professionnelle, par exemple, elle est très précaire. Je suis freelance et j'ai très peu de garanties et de privilèges. La sécurité sociale, si je veux en bénéficier, il faut que j'aille la payer moi-même. On ne me la déduit pas automatiquement. Autrement, je paye les mêmes impôts que tout le monde. Je paye l'impôt sur le revenu comme tout le monde et je suis très taxée, 25%, c'est beaucoup. Autrement, pour ce qui est des congés payés, je n'en ai pas. C'est-à-dire que quand je ne travaille pas, je ne suis pas payée. Pendant les vacances, pendant le mois d'août par exemple, où personne ne travaille, je ne suis pas payée. Donc je dois gérer avec ce que je gagne dans l'année. On dit au revoir à Rosina et on arrive enfin à Porto, le fief du fameux nectar qui porte son nom. Inventé par les Britanniques, il peut atteindre un âge considérable, tout comme son prix. Les marques aux consonances souvent anglaises que nous avons vues dans la vallée du Douro, eh bien, les voici à nouveau, à l'embouchure du célèbre fleuve. Si les bateaux, les rabelos, qui effectuaient leur transport ne sont plus en usage,
les tonneaux de Sandman, Taylors et autres Porto-Cruz sont toujours transposés ici, dans des chais que l'on peut visiter à Villanova de Gaia. Juste en face du quartier de la Ribeira, le plus pittoresque de Porto, avec son linge qui pend aux fenêtres et ses façades colorées. À visiter aussi la cathédrale romane, la tour d'éclair, l'emblème baroque de la ville. Et beaucoup plus moderne, la Casa da Musica, une salle de concert futuriste inaugurée il y a 10 ans. C'est là que j'ai rendez-vous avec mon dernier breton, Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Je viens de le voir, la Casa Musica, c'est un nouveau bâtiment, mais il y a pas mal de choses qui bougent aussi à Porto. Depuis 3 ans et demi que je suis là, à Porto, j'ai vu vraiment une amélioration sur tous les bâtiments qui, à la base, sont abandonnés, en ruine, etc. Il y en a beaucoup qui sont rénovés. Donc ça s'embellit un petit peu. Économiquement aussi, on sent que le Portugal se porte de mieux en mieux, mieux que la Grèce. Oui, au niveau de l'État, oui. Après, ça a été dur au 1er janvier 2013 parce qu'on a tous perdu un certain pourcentage de salaire, entre 6 et 8% suivant les salaires, enfin d'augmentation d'impôts. Donc on a perdu un pouvoir d'achat quand même assez important. On a perdu des jours fériés aussi. Alors, racontez-nous un peu, vous êtes originaire de... l'Esnevin. Et ça fait plus de 3 ans que vous êtes ici, vous travaillez pour un équipementier automobile. 3 ans et demi, oui. Vivre à Porto, c'est sympa. On a la mer, on a la rivière, enfin, c'est très agréable à vivre. On peut sortir facilement pour pas trop cher. C'est moins cher qu'une vie parisienne, par exemple, clairement. Et il y a la mer comme à Brest, avec quelques degrés de plus. Voilà. Mais l'eau, elle est pareille. Et oui, l'eau est aussi fraîche ici qu'en Bretagne. Et c'est vrai que Porto, avec ses pêcheurs et son phare, offre par endroits des paysages et des airs du Finistère. Ainsi se termine ce breton d'ailleurs. Je vous quitte en haut de la Serra do Pilar, littéralement la montagne de pierre. C'est d'ici qu'il y a le plus beau point de vue sur Porto, comme vous le voyez derrière moi. Allez, je vous quitte et comme on dit ici, adeus!